Rarement le fossé entre les citoyens et l'Europe institutionnelle a semblé aussi grand. Alors l'Europe doit-elle se réinventer? Pour ouvrir le débat, je passe le relais à mon collègue britannique James Frainie qui se trouve sur le plateau du Parlement européen. James, c'est à vous. Merci beaucoup Audrey, merci à tous pour nous suivre notre couverture spéciale des élections Europe's Choice qui vous guidera tout au long de la soirée. Mon invité a un accent américain mais est plus européen que n'importe qui parmi les correspondants à Bruxelles. Il est journaliste et a un blog sur l'Europe. The online edition of a weekly newspaper covering EU affairs. Originally from just outside New York, he's lived in London, Paris, Prague. Originaire de New York, il a vécu à Paris, Prague, Zurich et à présent vit à Bruxelles et il a un passeport italien. Merci à vous deux d'avoir répondu présent. Est-ce que vous avez voté en Italie? Non, j'ai voté ici à Bruxelles. Alors, comme vous l'avez entendu de nos collègues à Lyon, nous avons tout juste eu les sondages sortis des urnes. Je vais les répéter pour vous. Angela Merkel et ses chrétiens démocrates finissent en tête apparemment avec 36%, suivis par les sociaux-démocrates à 27,5%, les Verts à 11%, la gauche à 8% et le AfD, c'est le mouvement anti-européen, reçoit 6,5%. Quant aux démocrates libres, eh bien, ils arrivent derrière. Alors, bien sûr, ce sont des sondages sortis des urnes, non pas des résultats finaux. Nous avons aussi entre 0,9 et 1% pour le parti néo-nazi, le Parti national-démocratique d'Allemagne. Il nous faudra attendre de voir s'ils finissent par obtenir un siège au Parlement européen. Mais tout d'abord, Dave, il semble que, d'après ces estimations, les Allemands sont très satisfaits de la gestion de la crise par Angela Merkel. Oui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ça a été un grand succès pour Angela Merkel et sa coalition. The FDP at 3%, that's going to be a very disappointing result for them. Et ses partenaires du FDP, les libéraux, risquent d'être très déçus par leurs résultats. Alors, l'ancien partenaire de coalition a été complètement ignoré. Oui, si c'était des élections nationales, eh bien, ils auraient suffisamment pour entrer au Parlement. Je pense que le FDP, les libéraux, a un problème parce qu'en général, les gens qui sont pro-libéraux sont contre le sauvetage des pays en faillite. Donc, son soutien s'est effondré. Oui, mais Angela Merkel n'a jamais été aussi populaire. C'est la plus populaire de l'Union européenne, 61% d'opinion favorable. Qu'est-ce que cela veut dire sur l'avenir de l'Union? Nous avons... Est-ce que vous voyez Angela Merkel comme faisant partie de some of the direction, this integrationist direction in which the EU is going? Indeed, I think Merkel has taken initiatives against migrants to stop them from being so-called welfare tourists. And very clearly she's interested in shrinking the overall size of the EU budget, especially as this budget is going to go more and more towards Central and Eastern European countries. And so away Puisqu'il y aura de plus en plus d'argent pour l'Europe de l'Est et du centre, donc elle veut qu'il n'y ait pas trop de
de tendance à voter pour l'AfD. She was very careful in her language and kind of was riding the fence saying, I'm not necessarily with your reformist group, I'm not necessarily against it. And I think actually that's going to be the big mystery over the coming years as David Cameron tries to have his renegotiation, and there are other voices in the EU asking for reform. I mean, she is the most powerful EU voice, and I think people are not quite sure how much reform she really has in mind, or if any, really. Yeah, she's not really one for following the headlines of the tabloid press in Germany. She really keeps her cards close to your chest, close to her chest, as I say. So, I mean, how should we interpret if indeed this neo-Nazi party? Comment peut-on interpréter ce parti néo-nazi, le NPD? Si ce parti est effectivement à 1%, comment peut-on interpréter l'idée qu'il siège au Parlement européen? Je pense qu'ils sont toujours à la marge aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils vont avoir une grande croissance, et l'AfD, qui était plutôt à droite des électeurs du NPD, en fait a capté ces votes. N'ayant pas de crise économique en Allemagne et avec plus de croissance des partis extrêmes, je pense que l'AfD serait probablement proche des eurosceptiques et peut-être plus proche de David Cameron que de l'UKIP. David Cameron's breakaway group that he formed in 2009 when he left the main centre-right group, the British Conservatives were upset that the groupe donc qui a quitté les conservateurs européens. Donc les conservateurs de David Cameron ont créé leur propre groupe, donc des conservateurs et réformistes européens. Ils auront sans doute un petit peu de difficultés pour avoir un groupe au Parlement, mais bien sûr, donc l'AfD est un des partis avec lesquels ils veulent s'aligner. Mais ils ne veulent pas aller à l'encontre de Merkel, donc ce parti aura du mal à se mettre avec ce parti, ce groupe anti-européen. Donc c'est peut-être une des erreurs de Cameron. Il n'a pas vraiment fait attention au Parlement européen. Il y a un sentiment que l'influence de la Grande-Bretagne a diminué ici à Strasbourg. Je pense que l'on va de plus en plus vers des élections à la majorité qualifiée, et les nouvelles réglementations vont faire baisser le seuil des États qui représentent 65% des bonus sur les banquiers. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, donc c'est que le Parlement européen a vraiment des vrais pouvoirs depuis le traité de Lisbonne. Oui, effectivement, le Parlement est un co-législateur avec le Conseil européen. On verra ce qui se passe en termes de niveau de participation, mais le public n'est pas vraiment passionné par l'élection européenne, mais le Parlement a beaucoup plus de pouvoir qu'avant, et il faut vraiment tenir compte du Parlement. Donc quand vous faites quelque chose, par exemple, quand vous sortez du principal d'un groupe très important du Parlement, ça a un vrai effet sur l'influence de votre pays. Donc en Europe, les conservateurs, par exemple, les Tories, ont eu du mal à se situer avec le groupe des conservateurs réformistes parce que c'est un petit groupe et il n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Donc beaucoup de gens sont confus sur la position, sur ce que représente le groupe des conservateurs réformistes au Parlement européen. Donc ce qui va se passer avec cette élection est très intéressant, mais je ne peux pas voir quel scénario. Moi, éventuellement, peut-être qu'ils iront voir le Parti populaire européen pour s'allier avec ce groupe. Il y a un autre politicien. Je parle aussi évidemment de Nigel Farage et de l'UKIP. On va voir aussi comment il va se positionner au Parlement européen. On donne l'UKIP anti-européen
peut-être premier parti. Donc en Grande-Bretagne, il a déjà dit qu'il ne travaillerait pas avec Geert Wilders et l'extrême droite française. Mais où est Nigel Farage donc dans tout ça? Il a besoin de cette plateforme pour faire ses discours sur YouTube, etc. Had a good day Thursday. We'll see the results tonight. But UKIP could triumph in the British elections. L'UKIP pourrait bien effectivement triompher dans les élections britanniques, mais vu les conditions dans le reste de l'Europe, il pourrait perdre son groupe. Il y a certaines personnes dans l'entourage de Farage qui veulent se joindre à lui. Maintenant, si Farage perd un certain nombre de pays dans ce groupe, il n'aura plus de groupe. Donc, et s'il n'a pas de groupe, il ne pourra plus faire ses discours. Il les fera non plus comme le leader de l'UKIP. Donc ce serait comme une sorte de victoire empirique. Il serait premier au Royaume-Uni. Il a déjà dit qu'il n'allait pas fusionner avec le groupe de l'extrême droite. Donc, vous savez, c'est un petit peu des discussions dans l'air, donc parce qu'on doit. Daniel Hannan of the Tories advocates withdrawal from the EU, so he disagrees with this party on that. Daniel Hannan des conservateurs dit qu'il faudrait sortir de l'Union européenne et il a beaucoup de fans sur YouTube, donc ça pourrait devenir viral. Non, mais Farage ne pourrait pas mettre au défi le président européen, par exemple, Herman Van Rompuy, par exemple, qui êtes-vous? Nous sommes à Bruxelles, donc nous ne voulons pas insulter les Belges. Mais si Nigel Farage n'avait pas de groupe, il ne pourrait pas faire ce genre de discours à des dignitaires ou des visiteurs donc, au Parlement européen. Donc c'est déjà un petit peu un jeu ridicule donc de ce jeu de chaises musicales donc entre les conservateurs, l'UKIP, Nigel Farage, les nazis. Nigel Farage qui ne sait pas vraiment où se positionner puisque il dénonce les xénophobes, les extrémistes, et il ne sait pas trop où se mettre et cela mine leurs efforts donc pour se placer quelque part. Farage dit qu'il ne veut pas être avec Le Pen. Le Pen dit qu'il ne veut pas être avec tel groupe. Est-ce que les électeurs vont vraiment faire attention à tout ça? Ça va être intéressant à voir parce que même l'électorat du Front National les médias et les élites vont dire voilà, c'est la preuve que vous êtes au-delà de ça. Donc si Nigel Farage donc, a une importante couverture médiatique en Grande-Bretagne et il doit faire attention pour son électorat. Il nous reste 5 minutes. Donc, nous avons eu des estimations de sortie des urnes. Donc, en Grèce, ce n'est pas un résultat final, mais on aura les résultats finaux vers 23 heures. Alors, nous avons Syriza, selon les estimations, qui récolterait entre 26 et 30% des voix. Donc, le parti d'extrême gauche d'Alexis Tsipras, qui pourrait être le premier parti. Alors, qu'est-ce que ça dit de la division de l'Europe entre Nord et Sud? Puisqu'ici, c'est une division catastrophique, parce que ça veut dire que les électeurs allemands sont très contents de l'austérité et les autres pays seraient beaucoup moins fans si c'était chez eux. Mais en Grèce, ils ont la perception contraire. Ils se sentent opprimés par cette politique menée par les Allemands. Et c'est le vrai problème
quand on veut résoudre la crise européenne. Ce n'est pas juste une différence d'opinion entre gauche et droite, c'est une différence d'opinion entre les nations. Le peuple allemand est généralement très heureux de la situation et les Grecs sont très malheureux, très déstabilisés. Donc ceux qui gèrent la politique européenne doivent trouver des politiques qui peuvent plus ou moins satisfaire les autres. Parce qu'il y a un mécontentement, donc il faut en tenir compte. There will almost certainly be more bailouts to come. Depends on how you define bailout, but I mean, just to give one stat, Greece last year had 175% debt to GDP, which I mean, it seems pretty clear that will never be repaid. Par exemple, 175% de dette au PIB, c'est assez clair que ça ne sera jamais remboursé. Donc, il y aura un sauvetage à un moment donné. Il y aura la perception de plus d'argent allemand qui vont vers les autres pays. Alors en Grèce, donc la nouvelle démocratie, donc la coalition au pouvoir entre 23 et 27%. Donc, mais c'est une grande victoire pour Syriza, si c'est confirmé par les résultats. L'extrême droite obdorée donc obtiendrait entre 8 et 10%. Et les socialistes du PASOK, donc qui font partie de la coalition au pouvoir, entre 7 et 9%. Donc il y a un risque politique en Grèce, puisque Syriza pourrait demander de nouvelles élections. Je vous rappelle aussi qu'en Grèce, ce sont les élections locales aujourd'hui. Il y a eu des législatives donc l'année dernière. Oui, ce serait un grand danger. On verra ce que seront les résultats finaux, mais il y aura un impact majeur sur la Grèce et en Europe. Et il faudra donc que Angela Merkel se préoccupe de la position de l'extrême gauche en Europe. Dernier point, donc si l'extrême gauche pourrait obtenir 50 sièges au Parlement européen, si tout cela se confirme, il passerait devant le groupe des écologistes donc au Parlement européen. Ils peuvent même devenir le troisième groupe du Parlement européen au-dessus des libéraux démocrates. Et je pense que c'est moins évident, mais c'est possible. Donc les groupes d'extrême gauche, pour compter dans le prochain Parlement, vont devoir s'unir, s'entendre. Ils ont toujours été considérés comme un groupe marginal et aujourd'hui, ils pourraient devenir une force majeure au Parlement et il va falloir les reconnaître. En tant que tels, tout seuls, ils ne pourront pas faire grand-chose puisque ce sera un groupe minoritaire, mais avec les autres groupes, anti-commerce international, anti-mondialisation, protectionniste, anti-austérité, eh bien, ils pourront faire quelque chose, donc ce sera avec tout cela, donc ils peuvent représenter 2/3 du Parlement. Par exemple, les socialistes sont aussi un peu réticents sur l'accord de commerce de l'Union européenne avec les États-Unis, le traité transatlantique, et donc ça pourrait effectivement bloquer. Les chefs d'État et de gouvernement ont un sommet le 27. Quels sont les défis de la nouvelle Commission pour le prochain mandat? Je pense qu'on va continuer avec la crise de l'eurozone, qu'il va falloir vraiment maîtriser la situation financière et démarrer un peu de croissance. On ne peut pas avoir 25% de chômage pendant très longtemps sans avoir des problèmes dans un pays. Et on peut dire que même si le Parlement a plus de pouvoir, il n'a pas beaucoup de voix à exprimer sur certains dossiers. Comme la politique monétaire. La Banque centrale européenne et le Conseil européen auront un rôle plus important.
Les parlementaires européens n'ont pas vraiment de pouvoir sur l'action de la Banque centrale européenne. That's their words, not mine. But indeed, it's a big problem. It's a very opaque institution. Oui, certains disaient donc que la Banque centrale européenne était un trou noir donc dans la démocratie européenne. Oui, c'est ce que certains disent. Et la BCE, c'est la réunion des têtes des banques nationales, et donc certains ont des liens avec leur propre pays. Il va falloir faire en sorte que l'architecture de l'eurozone soit vraiment transparente, démocratique et ne permette pas donc des crises économiques comme on a vu ces dernières années. Donc les leaders de l'Union européenne se rencontrent donc mardi à Bruxelles. Quel sera leur premier rôle? Leur premier défi sera de réagir à cette élection. Il va falloir qu'ils répondent donc à ce défi. Et dans les années à venir, il va falloir trouver un consensus sur l'Union européenne. Les points de vue sont assez divergents. Et il y a une coalition un peu dangereuse, donc il faut trouver une stratégie, comment refocaliser le projet européen quand il y a une telle dispersion des points de vue. Et donc mardi va être le début d'une situation compliquée, mais aussi Merkel veut garder la Grande-Bretagne. Avec le sondage qui est prévu pour le statut de la Grande-Bretagne en 2017, si David Cameron est réélu, oui, ce sera une question très importante. Tout le monde peut deviner ce que Cameron pourra faire en termes de renégociation, mais on ne sait pas aujourd'hui. Dave Keating, merci beaucoup. Donc nous revenons plus tard à 23 heures avec de nouveaux invités. Retour